J'invite Lynn comme prochaine modératrice. Merci, Louise. Merci aux intervenants précédents. C'était très intéressant. Alors, sans plus tarder, pour ne pas perdre davantage de temps, à la question du rôle du design face aux nouveaux enjeux sociétaux et environnementaux, pour une nouvelle session sur cette question, en termes d'agir, merci d'accueillir donc Vanessa Mardi-Rossian et Marie Remond. Donc, je rappelle brièvement vos parcours respectifs. Vanessa Mardi-Rossian compte 20 ans d'expertise en design graphique pour la mode, enseigne à l'École de design de mode de l'UQAM et elle se penche sur les impacts de l'industrie du textile dans un contexte de développement durable. Votre exposé se penche sur la matérialité du design graphique et des questionnements environnementaux. Marie Remond, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, je le dis en passant, termine un doctorat en communication à l'Université de Montréal, s'intéresse à la collaboration multidisciplinaire, la communication environnementale et l'éco-conception. Chargée de cours à l'UQAM en ce moment, Marie nous propose de redessiner collectivement des modes de production et de consommation responsables. Je laisse donc tour à tour la parole à nos invités, Vanessa et Marie. Ok, bonjour à tous, merci Lynn pour cette introduction. Je vais vous parler aujourd'hui de la matérialité du design graphique et de ses questionnements environnementaux. Ok, donc, comme on a vu depuis ce matin, dans le contexte actuel d'urgence écologique, où les designers étudient le cycle de vie de leur création afin d'en minimiser les impacts, le design graphique doit lui aussi, à sa manière, montrer sa viabilité écologique. Que contient l'encre qui le colore, par exemple, ou de quoi est fait son support. Le design graphique est un domaine large qui inclut plusieurs disciplines, comme on a vu, dont la mienne, le design graphique appliqué au textile. Designer textile depuis 20 ans, j'ai entre autres travaillé pour les collections haute couture de Christian Lacroix pendant 5 ans. Et on peut voir ici la réalisation d'une idée, de l'inspiration du créateur à l'interprétation graphique que j'en fais. J'ai toujours abordé la toile vierge avec le désir d'exprimer des idées, en utilisant principalement la couleur comme moyen d'expression. Mais en 2012, en fait je dis en 2012 parce que cette campagne date de 2012, une campagne de Greenpeace a vraiment influencé mon rôle de designer. On peut y lire « Les produits chimiques contenus dans nos vêtements nous rendent tous victimes de la mode ». En fait, à l'époque, je travaillais pour la fast fashion. Donc j'ai vu cette campagne qu'en 2015 et j'ai été vraiment frappée par le message qu'elle véhiculait. Donc j'ai commencé à être plus attentive aux ingrédients composant les couleurs que j'utilisais, mais également critique face aux méthodes actuelles. Et je me suis questionnée, est-ce que les objets apparemment inertes qui nous entourent peuvent réellement interférer avec notre organisme ? Ces questions m'ont menée à ma recherche doctorale, où je m'intéresse à l'aspect moléculaire de la matière et aux moyens non toxiques de produire des couleurs. On peut voir ici des prototypes de graphismes issus de bactéries qui utilisent les nutriments de déchets alimentaires pour produire des couleurs, illustrant ainsi le concept cradle to cradle, où le déchet devient ressource afin de réintégrer le cycle de production. Quand je disais que cette image avait eu un fort impact sur mon rôle de designer, c'est qu'elle m'a ouvert les yeux et favorisé mon envie de collaborer avec des scientifiques, dont un chimiste et une chercheuse en santé environnementale, afin d'aborder la couleur autrement, afin de mieux la comprendre, l'apprivoiser. Et j'ai ainsi appris que certaines molécules organiques humaines sont très similaires à certaines molécules organiques synthétiques, comme on peut voir en rouge sur ma diapo. Ce qui crée une confusion de l'organisme induisant certains dérèglements, les fameux perturbateurs endocriniens. Ce matin, Lynn parlait du fait que l'environnement, en fait, c'est nous, donc on fait partie du même environnement. L'inerte et le vivant se rejoignent dans un sens. Donc face à une industrie nébuleuse et polluante, ce design graphique responsable pourrait participer au développement d'une écolittératie du design, ce qui rejoint un peu l'idée de R dont parlait Lynn également. Ce concept, inventé par le physicien Capra dans les années 90, encourage une connaissance écologique, voire biologique de notre environnement et de son interconnexion avec celui-ci. Ce qui implique une meilleure connaissance des matériaux que nous utilisons.
afin de minimiser la toxicité ambiante. Et là, je ne parle pas seulement de connaître la liste des ingrédients, mais vraiment de savoir et de connaître les effets délétères qu'ils peuvent générer afin d'utiliser des alternatives, le cas échéant. Donc avec le chimiste encadrant ma recherche, nous analysons certaines encres communément utilisées en textile. Et il s'avère qu'elles contiennent effectivement des produits cancérigènes. À très faible dose peut-être, mais ce qui inquiète les scientifiques aujourd'hui est notre exposition chronique à un cocktail de molécules. Donc la théoricienne britannique en design durable Kate Fletcher questionne « Mais une fois que nous savons, que faisons-nous avec cette information ?» On peut choisir de prévenir du danger dans un souci de transparence, comme ici. On peut voir l'étiquette d'un vêtement récemment trouvé en boutique qui dit que cet article peut nous exposer à des produits chimiques cancérigènes. Ah oui? Alors pourquoi le mettre sur le marché? Donc à cette étape, le designer graphique a déjà un rôle à jouer. Il peut choisir de s'opposer et d'engager des questionnements sur la validité d'un tel produit. C'est d'ailleurs le choix du designer cubain Ernesto Rosa, qui prône plutôt la désobéissance comme forme de réinvention. Dans son cas, il parle de désobéissance technologique, où afin de faire durer le matériel, il faut repenser les systèmes, être audacieux. Je le vois comme un moyen de ne pas cautionner quelque chose de mauvais et de chercher des alternatives plus sécuritaires. Désobéir, passer outre, résister. À bien y réfléchir, on remarque un certain air de rébellion dans cette quête urgente d'agir. Et en voici quelques exemples. Le manifesto anti-fashion, par exemple, de Lee et Delcourt, est un coup de poing sur la table qui appelle à l'urgence de changer les façons de faire actuelles. Il prône un retour à une expertise de nos domaines respectifs et souligne l'importance de l'éducation. Lee et Delcourt a depuis mis en place le programme de design hybride à la Parsons School de New York, qui encourage des collaborations interdisciplinaires pour aborder créativement de complexes enjeux environnementaux. Un deuxième exemple est le mouvement Fashion Revolution, qui a vu le jour suite à l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013. Il prône une transparence sur l'origine de ce que l'on porte, en invitant à un passage à l'action à travers des interactions, des questionnements, des lettres, des photos, des posters adressés aux fabricants, afin de réclamer plus de transparence et de changement. Et enfin, Extinction Rebellion, probablement le plus provoquant des trois, qui invite à une participation de masse pour le changement à travers des manifestations événementielles. Inspirés des graphismes de la Révolution de 1968 en France, leurs affiches utilisent un style graphique facilement réalisable en graffiti. Ils utilisent aussi des mises en scène théâtrales, comme ici, lors de l'organisation de funérailles de la London Fashion Week, sous sa forme actuelle, au profit de changements radicaux du système. Il est certain que l'esprit critique de la création actuelle aura une influence sur l'ADN du design graphique de ce siècle. Ces initiatives poussent à questionner et à agir, et le design graphique ne peut rester insensible à cet appel. Pour citer quelques exemples d'actions concrètes, je vous invite à visiter le site web de Oui Demain, un magazine qui présente des initiatives artistiques et politiques pour repenser le monde, ainsi que les pages Matière et Innovation de marques éco-responsables, afin de vous familiariser avec une matérialité respectueuse de l'environnement. Je pense par exemple à Stella McCartney, Patagonia, Helen Fisher, et je laisse la porte ouverte à un échange de références entre tous afin que la matérialité éco-responsable devienne la norme. Et principalement associé à la communication visuelle, où il utilise la typographie et l'image comme moyen d'expression, le design graphique possède le pouvoir de communication idéal pour faire évoluer les mentalités et insuffler un vent nouveau. Cela en fait donc un outil puissant pour traiter des enjeux environnementaux complexes de notre société. Il a un rôle positif à jouer dans la crise environnementale grâce à sa force narrative qui fait de lui un ambassadeur de changement. Et finalement, on peut dire que ce sont tous ces facteurs qui façonnent le design graphique du XXIe siècle. Un design qui questionne, qui prend position, qui s'oppose quand cela est nécessaire, mais qui se doit de rester inspirant dans l'exploration de nouvelles avenues créatives, plus respectueuses de l'environnement. Il est vrai que l'on a besoin que le design graphique continue de nous faire rêver, car la surconscientisation environnementale peut également mener à l'éco-anxiété, dont certains étudiants m'ont déjà fait part. Cette peur de contribuer à la pollution ambiante peut mener à une paralysie créative. C'est pourquoi le design graphique se doit de rester avant tout un moteur créatif, réflectif et audacieux, joliment représenté ici par l'illustrateur et ami Laurent Pinabel,
Merci à lui et merci à vous pour votre écoute. Non, c'est parce que c'est pas sur la bonne slide. J'essaie juste de glisser, puis je voulais juste pas montrer la présentation à tout le monde. Ah non. Bon. Bonjour à tous. Merci premièrement aux organisateurs de cette conférence parce que, c'est une première à Montréal. C'est exceptionnel d'être devant un public de designers graphiques dans l'enceinte de mon ancienne école où j'ai étudié il y a 30 ans quand même. Je suis très heureuse de participer à ça et surtout, je me rends compte comment c'est fondamental aussi de commencer à apporter des éléments de réponse aux enjeux sociétaux actuels, autant auprès des industriels, des autorités politiques, des associations citoyennes et de la population en général, mais comment nous, en tant que designers, on peut contribuer, donc agir dans ce sens. Je vous présente un peu mon parcours, mais en fait, on a beaucoup parlé de collaboration au courant de la journée et c'est dans le cadre de l'organisme que j'ai fondé il y a 10 ans avec Lynn et Sylvain Allard ici présents, qui s'appelle Pacte, que j'ai eu la chance de me rendre compte, de me conscientiser à l'aspect de la collaboration multidisciplinaire. Donc, j'ai dû commencer à travailler en tant que designer avec des spécialistes, des experts de différentes disciplines, ce qui m'a amené à revenir aux études pour faire ma maîtrise à l'Université de Montréal et ensuite les études que je mène, les études doctorales que je mène actuellement à l'Université de Montréal en communication. Donc, je termine mon doctorat cette année sous la direction de François Corrène et de Claudia Déméné de l'Université Laval. Donc, déjà, je suis en codirection avec 2 universités. Je fais des études, donc déjà interdisciplinaires. Entrons maintenant dans le vif du sujet. On a parlé beaucoup d'effondrement. On a parlé d'images un peu catastrophiques. J'en montre une, en fait, pour parler que notre société doit relever aujourd'hui l'un des plus grands défis sociétaux, plus particulièrement en ce qui a trait à la transition écologique et solidaire. Donc, si on prend par exemple l'accélération des cycles d'acquisition et de mise au rebut des déchets électroniques, par exemple, comme on voit à l'écran. Donc, comment on peut encourager les consommateurs à conserver plus longtemps, à réparer, à mieux entretenir ou donner certains appareils électroniques encore fonctionnels au lieu de s'en départir. Donc, on doit changer. Il devient essentiel d'implanter des modes de production et de consommation responsables auprès des industriels, des autorités politiques, associations citoyennes, de la population en général. Le but du design, c'est de contribuer à cette transformation. Donc, les designers graphiques sont invités à renouveler également leurs pratiques afin d'accroître ou au moins de préserver l'habitabilité du monde. Ça, c'est ce que nous dit Alain Findeli. Est-ce que nous sommes outillés en tant que designers graphiques pour communiquer ces enjeux? Par ailleurs, sachant que l'opérationnalisation du développement durable passe par la collaboration, donc avec des parties prenantes évoluant à l'extérieur de notre champ d'expertise. Donc, savons-nous concevoir des projets complexes de façon collaborative? Par exemple, pour concevoir des dispositifs communicants,
afin d'encourager un futur usager d'un appareil électronique à faire un achat et une utilisation plus écologique, comme réparer, maintenir, donner. Donc, le designer graphique doit bien comprendre, doit s'assurer que l'information sur la durée de vie doit être bien communiquée au consommateur pour que celui-ci se l'approprie correctement et pour que cette information induise le changement souhaité, soit réduire le cycle d'acquisition de ces appareils-là. Maintenant, il n'y a pas simplement le consommateur qui est responsable de la réduction des cycles d'acquisition, donc les fabricants aussi doivent également s'engager à éco-concevoir certains produits pour encourager ces meilleures pratiques. Donc, entre autres, l'Union européenne a réalisé une étude qui a démontré qu'un affichage de la durée de vie sur certains produits est susceptible d'influencer certaines décisions d'achat vers des appareils ayant une meilleure durée de vie. Comme vous pouvez voir, puis même, on dirait que cette diapo-là en témoigne parce que la typographie, en fait, la police de caractère n'a pas été bien affichée. Donc, on voit que c'est certainement pas un designer graphique qui a conçu ces affichages-là. Pourtant, c'est ce qui a été testé auprès de consommateurs. Donc, ma directrice de recherche, Claudia Desménés, à l'Université Laval, a proposé un projet de recherche qui a pour objectif d'identifier les conditions d'efficacité d'un affichage environnemental de la durée de vie estimée des produits électroniques, qu'on appelle le projet ADV, par une intervention en design. Donc, la recherche qui s'effectue dans le cadre d'un projet de design, c'est l'une des avenues qui peut aider à induire le changement de comportement souhaité, c'est-à-dire réduire le cycle d'acquisition. Donc, par exemple, quelles sont les conditions d'efficacité d'un affichage environnemental? Une étude de M. Bernard a identifié certaines conditions que vous voyez à l'écran. Donc, un design, bon, ça, c'est des choses que je ne vous apprends pas. Ça doit être quand même clair, précis, interprétable. Ça doit être basé sur une information, une évaluation qui est multicritère, synthétisée, donc d'une certaine façon avec des codes couleurs, avec soit des pourcentages, des valeurs numériques. Ça doit être standardisé pour limiter les coûts d'apprentissage auprès du consommateur, mais aussi en faciliter l'interprétation. Ça doit être aussi accompagné d'un programme de sensibilisation, un peu comme nous parlait Lynn. Donc, tout ça pour dire qu'un projet de cette nature nécessite l'apport d'experts et d'expertes de différentes disciplines dont les visions respectives permettent de bien cerner la problématique et de développer de façon créative et innovante l'une des multiples solutions. Donc, pour ce faire, nous avons réuni, puis je parle nous avec Claudia et l'autre chercheuse qui travaille sur le projet. Donc, on a réuni un comité consultatif afin d'accompagner notre équipe, en fait, pour développer cet affichage-là. Alors, une question, comment ces collaborateurs, en fait, comment nous, en tant qu'équipe, on est arrivé à construire une vision professionnelle partagée du problème et l'une des solutions potentielles, donc, mais tout ça à partir des représentations visuelles. Donc, on voit que on a suivi une étape, une certaine trajectoire de conception. Vous allez me dire, c'est assez classique. Donc, en même temps, on s'est inspiré en fait, on a suivi la trajectoire de conception d'une façon ethnographique pendant 1 an. On a essayé de suivre tous les acteurs qui étaient impliqués dans cette trajectoire. Donc, sachant surtout que la trajectoire de conception, bien, ce n'est pas un processus qui est linéaire, on le sait, donc surtout en amont, c'est souvent flou et indéterminé. Donc, on a été pris dans ce tourbillon, si vous me passez l'expression. Ce qu'on a fait, bien, on a commencé évidemment, première étape, à travers une série de 6 rencontres, bon, dont la première étape était vraiment de faire de la recherche. Donc, on a conçu, bien, on a commencé par voir quels étaient les précédents, quelles étaient les études qui pouvaient nous aider.
Ensuite, dans une deuxième rencontre, et puis là, je vais vite parce que ça dure 1 an, donc je ne peux pas tout vous montrer. On a fait des cartes heuristiques, on a commencé le processus d'idéation avec des non-designers, surtout, donc ça a été aussi une expérience, donc ça nous a permis de préciser davantage le public cible, le message qui devait être mis de l'avant. Par la suite, en fait, nous sommes arrivés à 2 grandes idées, puis encore une fois, c'est des croquis très, très ordinaires que je vous montre, mais surtout, on s'est dit, ça prend un affichage qui est plus restreint, qui est plus compact, on l'appelle l'affichage compact, et un affichage augmenté, donc pour pouvoir indiquer à tous les consommateurs, par exemple, oui, on achète un appareil électronique qui a une durée de vie qui est meilleure, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire après? On aurait un affichage qui est sur un site web, une application. Donc, tout ça, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas se faire dans une seule année. Donc on s'est dit, on va se concentrer sur l'affichage que j'appelle compact. Puis là, je vous montre, je suis un peu gênée parce que vraiment, j'étais pratiquement toute seule avec mes collègues à travailler sur ces affichages-là. Donc, on a fait ces propositions-là. On a discuté ça avec, entre autres, Sylvain Allard qui est là, qui a fait partie du projet. Mais donc, on s'est rendu compte que, oui, c'est, par exemple, un chiffre, une lettre, une flèche, une échelle, tout ça avait un impact incroyable. Tout ça a été discuté et ça n'allait pas pouvoir se faire facilement. Donc, il faudrait mettre une plus grande équipe de design sur le projet. Donc, tout ça pour dire, j'ai certains résultats que je commence à publier. Donc, c'est la première fois que j'en parle aujourd'hui. Donc, les représentations visuelles sont des entités qui agissent et à qui on peut attribuer une voix. Donc, elles ont la capacité de faire des choses aux êtres humains, mais en même temps, elles-mêmes, elles sont vivantes. Et donc, à travers le processus de conception, elles ont ce qu'on appelle une agentivité. Et, en fait, elles sont des médiatrices et elles peuvent, en dépit du fait que, par exemple, ça peut arriver qu'on ne soit pas d'accord sur ce qu'elles représentent, mais en même temps, ça nous permet d'avancer, d'avoir des nouvelles idées. Et aussi, ça révèle des acteurs qui ne sont pas nécessairement présents dans le temps, donc au moment où on s'en parle, mais en même temps, qui interviennent dans la conversation. Donc, et ça nous révèle aussi beaucoup de relations de pouvoir, et j'ai remarqué que le mot a été beaucoup mentionné aujourd'hui. Donc, oui, on peut voir quels acteurs interviennent dans la conversation et le fait de savoir, de les reconnaître pendant le processus de conception, ça nous amène justement à concevoir un projet qui va être peut-être un peu plus ciblé, donc soit pour le consommateur ou même pour les fabricants qui devront, par exemple, augmenter la durée de vie de leurs produits. Donc, par exemple, très rapidement, l'approche sur laquelle je me base, qui s'appelle la communication, la communication des organisations. Donc, les représentations visuelles ont la capacité d'agir dans le temps et dans l'espace. Elles ventriloquisent, puis ça, c'est une façon de parler. Donc, elles parlent au nom d'eux. Et elles sont ventriloquées par plusieurs entités humaines à travers le processus. Elles ont la capacité aussi d'être indépendantes, donc de s'émanciper et d'avoir une certaine forme d'autorité. Donc, en conclusion, les représentations visuelles que nous concevons si bien ici au Québec ont la capacité d'améliorer l'habitabilité du monde. Donc, pour contribuer à cette transformation économique, environnementale, sociale, culturelle, les designers graphiques sont invités à renouveler leurs pratiques professionnelles en ce sens. Donc, j'espère qu'on emboîtera le pas. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Vanessa. Merci beaucoup, Marie.
Moi, j'aurais plein de choses à vous dire. C'était vraiment très intéressant. Mais je vais plutôt proposer à la salle, si vous aviez des questions, s'il y a quelqu'un qui voudrait commencer le bal. Bon, eh bien, je vais y aller. Donc oui, merci. Je vais commencer peut-être par une question pour Marie. Juste parce que je n'ai pas la diapo sous les yeux, pour bien comprendre un aspect. Donc, oui, la collaboration avec l'ingénieur, l'industriel, le biologiste, le marketing. Et ma question, c'était, puisque je sais que tu connais très bien toute l'analyse de cycle de vie et tout ça, et donc, dans ce processus-là, la personne qui faisait, est-ce qu'il y avait une personne qui faisait office de mesurer tous les intangibles ou enfin les moins tangibles? Parce que forcément, vous parliez dans votre durée de cycle de vie, il y avait forcément, par exemple, l'extraction des matières premières et tout ça. Donc, est-ce qu'il y avait une personne qui pouvait, ou une communauté, faire appel à une communauté où il y a eu de l'extraction sur les mines et tout ça? Est-ce qu'il y avait cette dimension-là dans la durée de vie de vos objets, l'objet de votre étude? Bien, en fait, justement, ta question est excellente, mais on ne peut même pas se rendre jusque-là. Parce que nous, on s'est vraiment arrêté à la conception graphique, sachant éventuellement qu'on allait collaborer avec, par exemple, le CIREG que tu connais ou d'autres experts en analyse de cycle de vie. Donc, ça va être une prochaine étape. Probablement, ce projet de recherche-là va durer. En fait, c'est un programme de recherche qui devrait durer, je dirais, 10 ou 15 ans. Enfin, d'arriver avec des chiffres très précis, parce que justement, nous, on voulait juste voir comment ça pouvait cohabiter, comment on pouvait commencer à collaborer avec d'autres experts, justement, du domaine. C'est vraiment, ça va être un projet pilote, c'est expérimental. OK, merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui aurait des questions à poser? Ben oui, Sylvain. Bonjour, félicitations. Madame Mardi-Rossiane, je suis très intéressé par vos recherches sur les tissus, sur les molécules, sur la couleur. C'est un domaine que je ne connais pas beaucoup, mais qui est préoccupant pour avoir vu plusieurs documentaires sur le sujet. Est-ce qu'il y a des choses qui se font concrètement dans l'industrie ou quel est l'état des lieux actuellement, là, connaissant tous les problèmes de métaux lourds qu'on retrouve dans certains pigments et autres? Est-ce qu'il y a un effort? Est-ce qu'il y a une conscientisation? Ou est-ce qu'on est vraiment au tout début d'un éveil à ce sujet-là? Ben, disons que moi, quand je fais des présentations, les gens, le monsieur, madame, tout le monde, sont toujours surpris quand je commence à parler de la toxicité éventuelle de ce qu'on porte. Mais par contre, comme je m'intéresse beaucoup au sujet, c'est vrai qu'au niveau de la littérature et de la recherche, il y a des choses qui se font. Et quand je citais tout à l'heure Stella McCartney ou Patagonia ou Helen Fisher, c'est vraiment des gens qui prennent le pas pour réaliser des actions concrètes au niveau industriel. Donc c'est pour ça que j'encourageais à aller les voir. Donc il y a certaines compagnies qui commencent à produire des choses et les bactéries sont le début de quelque chose qui va porter ses fruits, parce que même quand je parle avec les professionnels de la teinture naturelle, ils n'estiment pas que ce soit viable parce que ça prend tellement d'espace pour la récolte, tellement d'eau, tout ça. Donc même si c'est naturel, au niveau environnemental, ça a quand même un impact, alors que la bactérie qui pousse en laboratoire, ça a moins d'impact au niveau environnemental. Est-ce que je peux vous accompagner dans une suggestion de réponse ou enfin... je lisais récemment, il y a une entreprise de jeans qui a réussi à faire un jeans en minimisant, je pense qu'ils réduisent de 94% la quantité d'eau utilisée et des chiffres vraiment fabuleux. Là. Les deux, c'était dans l'ordre des 90, je crois. La présence des produits toxiques aussi dans leur jeans, ce qui est assez étonnant pour un jeans. Puis des cas comme ça, il y en a plein. Ça ferait plaisir d'échanger avec vous là-dessus, parce qu'éventuellement, pas tout de suite, là, mais parce que c'est ça aussi sur lequel les étudiants se penchent. Puis je pense que, comme vous disiez, que la publicité vous avait conscientisé, je pense que c'est ce que ça fait aussi, justement, toutes ces campagnes-là de sensibilisation. Puis je pense que les étudiants, quand ils travaillent sur leur projet Prenez position, c'est ce qu'ils font. Ils se renseignent sur tous ces matériaux, sur tous les changements possibles. Ils se renseignent eux-mêmes, ils arrivent à renseigner la population. Je pense que c'est un bon début de transition pour, justement... Puis j'allais proposer peut-être les travaux de Diane Bisson
sur la couleur, le comestible et tout ça. La couleur naturelle, ces travaux de l'Université de Montréal sont vraiment fascinants, comme les vôtres sur le textile. Ah, c'est bon, merci. Je voulais dire aussi que quand on est dans le monde du travail et qu'on travaille dans l'industrie, on est tellement pris, comme je parlais tout à l'heure de fast fashion, on est tellement dans le fait de devoir aller toujours vite qu'on n'a pas le temps de réfléchir et d'avoir la chance aujourd'hui, après 20 ans, j'ai fait ma maîtrise il y a 20 ans, de revenir à des études doctorales où on peut se poser, réfléchir et avoir cette vision critique pour proposer d'autres directions et aussi pouvoir les partager pour mettre des petites graines dans tous ces futurs designers et les designers actuels aussi. Mais c'est une chance, ouais. Est-ce qu'il y aurait une autre question ou est-ce que, Stéphane, est-ce qu'on est dans... Ah, pardon, oui, on vous écoute. Allô, je voulais juste dire à Vanessa, j'ai vraiment aimé votre présentation, puis je trouve ça vraiment intéressant de voir quelqu'un qui est dans un travail, puis dans le secteur industriel, qui voit quelque chose qui ne fonctionne pas, qui se retourne de bord. Je veux dire bravo, c'est vraiment cool. Puis il y a quelque chose qui m'a aussi accroché dans votre présentation, vous avez parlé d'éco-anxiété, puis ça, je pense que probablement plusieurs étudiants peuvent se retrouver là-dedans. Puis je me demandais si, parce que quelque chose aussi qui m'a fait réfléchir, c'est peut-être qu'il y aurait moyen aussi de pallier à cette éco-anxiété-là en proposant peut-être des cours, justement, mais ça revient un peu avec les sujets qu'on a parlé avant, les panels d'avant, là, mais d'avoir un cours qui parle de matière, tout simplement. Parce que je pense que, tu sais, on est en design, on travaille avec la matière beaucoup, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur la matière. On va faire nos recherches nous-mêmes, mais peut-être que si on avait un cours qui fait, bon, mais voici les recherches qui sont faites en matériaux, tu sais, renouvelables, biodégradables en ce moment, peut-être que ça pourrait nous donner plus d'outils, puis les gens auraient peut-être moins d'éco-anxiété, puis ils pourraient continuer à être créatifs, mais d'une nouvelle façon. Puis je me demandais aussi, est-ce que ça vous intéresse aussi la question de comment réutiliser la matière qui est déjà produite? Parce que j'imagine que, tu sais, en regardant vos recherches, il doit y avoir aussi des molécules dans cette matière-là qui ne sont pas désirables à porter. Puis comment est-ce que vous voyez cette problématique-là? Ben, c'est vrai que c'est une grosse problématique par rapport au recyclage. Ça limite beaucoup la réutilisation parce qu'on ne connaît pas les produits chimiques, les produits toxiques qui sont à l'intérieur. Donc, il y a toute cette notion, moi je m'intéresse aussi à la transparence du cycle de vie du produit qui pourrait venir, c'est un travail, j'avais pas le temps de parler de tout ça aujourd'hui, mais un travail de broderie finalement intégré comme un peu une carte de visite qui pourrait lister un peu l'historique du textile, qui faciliterait selon déjà son cycle de vie, pendant que c'est porté, donc aussi comment le laver, parce que le lavage a un impact, tout a un impact, mais aussi faciliterait le recyclage et la réutilisation, puisqu'on connaît les ingrédients qui sont à l'intérieur. Donc, et aussi, pour revenir à l'éco-anxiété, c'est vrai que ça paraît tellement énorme, mais on a un petit peu abordé ça ce matin, c'est de se dire, de ramener ça à quelque chose de plus petit et de quelque chose de local, et de se dire déjà, localement, quel genre de fibres, quel genre d'acteurs du métier qui s'intéressent aux matériaux éco-responsables, et faire ces connexions et ces réseaux avec ces personnes-là pour aller de l'avant vers de nouveaux projets. Ouais. Mais je pense que ce processus-là, il est super important, puis ce serait super cool si autant élèves que professeurs, qu'institutions, tout le monde ensemble pouvait comme aller dans cette direction-là, puis créer des bases de données ou de liaison, justement, comme vous parlez de réseau. Ouais. Merci. 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 Merci.